Quand on pense au sport de haut niveau, les premières images qui nous viennent à l'esprit sont souvent celles des podiums, des médailles et des contrats de sponsoring à plusieurs zéros. Pourtant, derrière les stars qui crèvent l'écran se cache une réalité bien différente. Pour l'immense majorité des athlètes, la quête de la performance rime avec précarité, sacrifices financiers et journées à rallonge. Comment vit-on, ou plutôt comment survit-on quand on consacre sa vie à son sport sans figurer dans le top 5 mondial? Pour le comprendre, nous avons plongé dans le quotidien de deux athlètes français, Thalia Brio, boxeuse, et Vincent Maharavo, spécialiste du ski halfpipe. Deux disciplines, deux ambiances, mais un seul et même combat, celui de joindre les deux bouts. Dans le monde olympique ou de haut niveau, on imagine souvent que l'État ou les fédérations prennent tout en charge. Thalia Brio évolue sur les rings de boxe, et pour elle, le filet de sécurité institutionnelle est une illusion réservée à une poignée d'élus. Mais je sais qu'il y en a, par exemple, en équipe de France qui, elles arrivent à bâtir à vivre de ça parce qu'elles ont un contrat militaire, gendarme. Il y a même d'autres sportifs à l'INSEP, que ce soit au judo, tout ça. Mais moi, pour ma part, je n'ai pas eu cette aide-là. Sans aide de l'État, la survie financière passe par le privé. Il faut se transformer en commercial, démarcher, se vendre sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou via des plateformes de mise en relation. Une charge mentale supplémentaire pour Thalia, qui évolue actuellement sans aucun sponsor, ce qui freine directement sa visibilité et sa carrière. Du côté des sports d'hiver, la neige ne gomme pas les problèmes d'argent. Vincent Maharavo, skieur freestyle professionnel, parvient à décrocher quelques contrats privés. Mais est-ce suffisant pour vivre de ses figures dans le halfpipe? La réponse est nuancée. Aujourd'hui, je perçois des revenus grâce à mes sponsors privés. Donc, en quelque sorte, on peut gagner de l'argent en faisant du sport. On peut gagner de l'argent en faisant du ski freestyle. Ça, c'est possible. Après, est-ce que ça va suffire? Encore une fois, c'est oui et non. Moi, si j'en faisais un peu moins et que je m'entraînerais moins loin, je ferais moins de camps privés, etc., je pourrais peut-être joindre les deux bouts et m'en sortir. Mais avec le niveau qui augmente et l'exigence en fait de la performance aujourd'hui, il faut quasi s'endetter pour arriver à un niveau qui permettra d'en vivre. Donc, en vivre, je sais que c'est possible. Par contre, pour pouvoir arriver au niveau auquel on peut vivre du sport, il faut s'endetter. Donc, il faut passer par la case ruine, en fait, presque, pour en arriver là, quoi. S'endetter pour performer, le mot est lâché. Pour éviter la faillite personnelle, la solution est inévitable, le travail salarié. C'est ce qu'on appelle pudiquement le double projet. Mais dans les faits, c'est une double vie épuisante. Vincent est très clair sur la situation de ses pairs. À moins d'appartenir à l'élite mondiale absolue, le travail annexe est une obligation. Ouais, alors on est énormément quasi la totalité des skieurs freestyle, skieurs professionnels en France, qui sont obligés de se trouver une activité annexe. On arrive à avoir des saisons où on peut avoir des bons contrats de sponsoring et du coup on peut faire que ça. Mais franchement c'est rare et honnêtement, à part on va dire le top 5 mondial, la majorité des athlètes en français en tout cas, ont des activités annexes. Donc ça peut être travailler. Moi j'ai des copains qui sont en équipe de France et qui travaillent aussi l'été, qui ont un boulot dans des bars, à la plage ou autre, ou d'autres positions pour pouvoir joindre les deux bouts. Ce grand écart entre le travail et le sport de haut niveau, Thalia le vit dans sa chair. Des horaires qui changent tous les jours, un patron et des obligations. La conséquence directe, une préparation sportive tronquée et une fatigue accumulée qui l'empêche d'être au sommet de sa forme. Déjà, le fait de travailler, moi j'ai des horaires qui varient tous les jours. C'est compliqué même au niveau des entraînements, c'est-à-dire que je vais plus m'entraîner seule qu'en club à cause de mes horaires de travail. Donc déjà, en termes de motivation, je trouve ça très dur de s'entraîner seule. Je le fais parce que je suis disciplinée, mais honnêtement, c'est dur. C'est dur aussi pour se corriger. C'est dur aussi pour se dépasser. Je pense que je me dépasserai jamais aussi bien que quand je suis accompagnée de mon coach, parce qu'il est là pour crier derrière moi, pour me motiver. Alors que seul, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. T'as la fatigue du travail aussi. Ça, c'est compliqué aussi à gérer. Surtout, moi, je travaille avec les enfants, donc quand je sors du travail, j'ai la tête comme ça. Je vous laisse
voir comment se passent un peu les entraînements. Je suis fatiguée, des fois je m'entraîne avant même d'aller au travail. Je trouve en fait je suis pas au top de ma forme, du coup, quand je m'entraîne et ça, je trouve ça très frustrant parce que j'arrive pas à sortir mon meilleur potentiel et par la suite, même après quand il y a des compétitions, quand tu fais des mauvais résultats, on sait pourquoi. Mhm. Tu pas eu une préparation comme les autres. Après, bon, voilà, je ne me trouve pas d'excuses, hein, parce que je pars du principe que même si j'ai pas des horaires fixes, si je dois travailler à côté de ma carrière de boxe, j'ai pas le droit d'échouer ni de me plaindre. Je pense qu'il y a des gens, ils ont pire que ça dans la vie. Et d'autres sportifs ont des situations pires que la nôtre, mais c'est vrai que c'est compliqué. Un athlète fatigué avant même d'enfiler ses gants ou de chausser ses skis. Le constat est amer. On pourrait s'attendre à ce que les fédérations sportives montent au créneau pour accompagner ces jeunes adultes. Mais les instances gèrent la logistique sportive, pas la précarité du quotidien. Arrivé à un certain âge, la réalité économique vous rattrape brutalement. Une fois qu'on grandit, on a besoin de faire de l'argent, on a besoin de survivre, de vivre même, je dirais. Et je vais pas dire à ma mère de m'assumer encore à 24 ans. Ça, c'est impossible pour moi, c'est inconcevable. Donc, on est obligé d'aller travailler et d'aller chercher nous-mêmes l'argent. Mais si on avait ne serait-ce qu'un contrat ou une aide parce qu'on est sportif et on est sportif de haut niveau, on n'est même pas sportif en mode loisir, ça aiderait énormément de sportifs à performer et à enlever cette charge mentale qu'on ne devrait pas avoir. Cette charge mentale pousse d'ailleurs de nombreux talents à mettre leur carrière entre parenthèses, voire à abandonner définitivement faute de moyens. La solution est particulièrement critique dans les sports de combat au féminin, où la visibilité et les opportunités financières restent désespérément inférieures à celles des hommes. La fatigue, les dettes, le manque de soutien, le sentiment de ne pas exploiter son véritable potentiel. Face à cette montagne d'obstacles, la question semble évidente. Pourquoi s'infliger ça ? La réponse de Vincent résonne comme le cri du cœur de toute une génération de sportifs. Mais à la fin du compte, on a des objectifs, on a des rêves, on a une passion. Et donc, la majorité des sportifs que je connais, en fait, on est tous dans la même situation où on se dit, j'arrive pas à joindre les deux bouts, je suis obligé de travailler. Donc ça peut décourager certains, mais à la fin du compte, on est tellement passionnés et ça nous fait tellement vibrer de faire du sport de haut niveau, et nous donc de faire du freestyle, qu'on continue en fait. Et donc peut-être qu'on s'endette, ou alors peut-être qu'on se ruine entre guillemets, ou alors il faut travailler pour gagner de l'argent, etc. Mais on aime tellement ça qu'on continue, et ce fonctionnement, il a toujours... il est là, il a le mérite d'être là, le fonctionnement travail et sport, malheureusement.